Mes parents ont essayé de me forcer à céder gratuitement 50% de mon entreprise de 50 millions d'euros. J'ai dit non. Devant 20 invités, ma mère m'a giflé. Humilié mais pas brisé, je suis parti. Un appel téléphonique plus tard, un homme est arrivé. Ces paroles ont fait s'effondrer tout leur empire. Ma mère est tombée à genoux, suppliant. J'ai dit, trop tard. Au moment où la main de ma mère a claqué sur mon visage devant 20 personnes, j'ai su 3 choses. Premièrement, je venais d'être publiquement humilié lors de ce qui était censé être une célébration de Noël. Deuxièmement, ma famille avait gravement sous-estimé qui j'étais devenu. Et troisièmement, ils étaient sur le point de découvrir ce qui arrive quand on pousse une fille invisible trop loin. Je m'appelle Daniel Miller, j'ai 35 ans et je possède une entreprise d'une valeur de 15 millions de dollars que personne dans ma famille ne savait exister jusqu'au soir où ils ont essayé de la voler. Vous voyez, j'avais passé toute ma vie à être ignoré, la fille qui ne comptait pas, la sœur qui passait toujours en second. Pendant que ma sœur cadette Madison recevait chaque once d'attention, de louange et de protection, j'ai appris à survivre dans l'ombre. J'ai bâti un empire en silence pendant qu'ils supposaient que je n'arriverais à rien. Mais ce dîner de Noël, c'était la nuit où ils m'ont enfin vu, et il était déjà trop tard. Ils pensaient qu'une embuscade publique me forcerait à me soumettre. Ils pensaient que la honte et la loyauté familiale me briseraient. Ils étaient si certains de leurs moyens de pression que ma mère s'est sentie en droit de me frapper devant des témoins lorsque j'ai refusé leurs exigences. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je me préparais à ce moment depuis plus longtemps qu'ils ne planifiaient leur piège. Et l'homme que j'ai appelé après être sorti par cette porte, il n'a pas seulement apporté des preuves, il a fait s'effondrer tout leur monde. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire de trahison familiale, c'est l'histoire du jour où la fille invisible est devenue intouchable. Et croyez-moi, ils ne l'ont jamais vu venir. Je m'appelle Daniel Miller, j'ai 35 ans et depuis 8 ans, je suis la propriétaire et présidente directrice générale de Miller Advisory Solutions, une société de conseil en logistique d'une valeur de 15 millions de dollars. Mais le soir du 23 décembre, assise dans mon modeste appartement d'une chambre, emballant un cadeau générique pour ma sœur, aucun membre de ma famille ne savait que cette entreprise existait. Ce n'était pas un accident. Vous voyez, j'avais appris il y a longtemps que le succès dans ma famille était quelque chose à cacher. Non pas parce qu'ils seraient jaloux, bien qu'ils le seraient, mais parce que chaque réussite que j'avais partagée avait été soit rejetée, soit immédiatement éclipsée. Alors, vers la fin de ma vingtaine, après que mon père m'ait demandé quand j'allais trouver un vrai travail avec des avantages sociaux en apprenant que j'avais lancé ma propre entreprise, j'ai simplement cessé de leur dire tout ce qui comptait. Pour mes parents, j'étais juste Daniel, la responsable, la discrète, la fille avec le travail de bureau ennuyeux qui n'avait jamais vraiment compris sa vie. Pas de mari, pas d'enfant, rien de remarquable à signaler lors des réunions de famille. Ils n'avaient aucune idée que j'employais 35 personnes, que des entreprises du Fortune 500 payaient des sommes à 6 chiffres pour mes services de conseil, ou que j'avais bâti quelque chose de substantiel entièrement par moi-même. J'avais 2 téléphones, un pour les affaires, un pour la famille. Le téléphone familial prenait surtout la poussière. J'avais appris ce mécanisme de défense particulier très tôt, la compartimentation comme stratégie de survie. Le travail était là où j'excellais, où l'on me voyait, où je comptais. La famille était une obligation, une case à cocher. Se présenter aux fêtes, envoyer des cadeaux d'anniversaire, répondre à l'occasionnel message texte culpabilisant, puis me retirer dans la vie que je m'étais réellement construite. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ou peut-être que si, et je ne l'avais juste pas encore compris. Enfant, j'avais 10 ans quand j'ai gagné le Salon des sciences régionales. Pas juste une place, mais la première place. Une opportunité de bourse complète pour un prestigieux programme scientifique d'été, une couverture médiatique locale. Cela aurait dû être l'un de ces moments marquants que les parents se rappellent pour toujours. Mes parents ont manqué toute la cérémonie parce que Madison avait un récital de danse le même après-midi. Madison avait 8 ans. Elle n'a pas été classée, n'a même pas fait partie des 10 premiers, mais elle était là, dans son petit costume, et elle avait besoin d'eux. Et j'étais censé comprendre que son récital était plus important que ma cérémonie de remise de prix. Mon trophée est allé directement au sous-sol. Je l'ai vu des années plus tard, couvert de poussière, sur une étagère derrière les décorations de Noël. À 16 ans, j'ai obtenu que des A et une admission anticipée à Northwestern avec une bourse d'études complète. Le même semestre, Madison a ramené un B parmi ses habituels.
Mes parents ont organisé un dîner de célébration pour son incroyable amélioration. Ma lettre d'admission est restée sur le réfrigérateur pendant exactement 2 jours avant d'être recouverte par l'un des projets artistiques de Madison. Quand j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude de Northwestern à 24 ans, ma famille a assisté à la cérémonie, je leur accorde cela. Mais le dîner de célébration qui a suivi a été entièrement consacré à discuter des problèmes de petit ami de Madison, un type qu'il avait ignoré après 3 rendez-vous. J'étais assise là, dans ma toge et mon mortier, écoutant ma mère consoler Madison pour son cœur brisé, et j'ai réalisé quelque chose de fondamental, je pouvais accomplir tout ce qu'il y a au monde, et cela ne ferait toujours pas de moi la priorité. Alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai construit ma vie tranquillement, dans les marges de leur attention. Et je l'ai bien construite. Mais ce soir de décembre, alors que je conduisais vers la maison de mes parents en banlieue de l'Illinois pour le dîner de Noël, quelque chose semblait différent. Laissez-moi rester, ma mère avait appelé 3 fois pour confirmer que je venais. Inhabituel, car normalement un seul message vocal culpabilisant suffisait. Mon père avait envoyé un véritable message texte, important que nous soyons tous ensemble cette année. Mon père savait à peine comment envoyer des textos. Je me suis garé devant la maison à 18h pile. Pas en avance, ce qui aurait semblé empressé. Pas en retard, ce qui leur aurait donné des munitions. L'allée était bondée de voitures. À travers les fenêtres, je pouvais voir que la maison était pleine de monde. Mon estomac s'est noué. Mes parents n'organisaient pas de fêtes élaborées. Ce n'était pas normal. Je suis entré pour trouver environ 20 invités dispersés dans le salon et la salle à manger. De la famille élargie que je voyais peut-être une fois par an, les amis du country club de mes parents, les voisins, les Henderson d'à côté, tous habillés de manière semi-formelle, tous tenant des verres de vin. Tous se tournant pour m'accueillir avec des sourires qui semblaient juste un peu trop préparés. « Daniel, c'est merveilleux que tu aies pu venir. Tes parents parlent tout le temps de toi. La famille, c'est tout, n'est-ce pas ?» Les commentaires semblaient scénarisés, répétés, comme si tout le monde avait reçu les mêmes éléments de langage. J'ai balayé la pièce du regard et j'ai repéré le premier vrai signe d'avertissement, le plan de table. Normalement, au dîner de famille, j'étais relégué à la table des enfants ou aux chaises pliantes serrées dans le bureau. Ce soir, il y avait une table élaborée, dressée par un professionnel, et le siège au centre, flanqué de mes 2 parents, avait un carton avec mon nom. Madison était assise juste en face de moi. Elle n'établissait pas de contact visuel. Elle vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle, ce qu'elle ne faisait jamais au dîner de famille car ma mère confisquait généralement les téléphones à la porte. Quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Le dîner s'est déroulé dans une gaieté forcée. Je mangeais mécaniquement, répondant à des banalités, observant. J'ai assisté à suffisamment de négociations commerciales pour reconnaître un coup monté quand j'en vois un. La liste des invités n'était pas aléatoire. C'étaient tous des gens de la génération de mes parents, socialement influents, du genre à juger sévèrement si quelqu'un violait les valeurs familiales. Personne qui pourrait me défendre, personne qui remettrait en question le récit que je soupçonnais de venir. Vers 20h, après que le café ait été servi, mon père s'est levé. La pièce est devenue silencieuse. « Je veux tous vous remercier d'être ici ce soir », a-t-il commencé, sa voix chaude et confiante. Nous voulions être entourés de gens qui nous aiment pour cette importante discussion familiale. Ma main s'est immobilisée sur ma tasse de café. Il s'est tourné pour me regarder directement. « Daniel, ta mère et moi voulons que tu saches à quel point nous sommes fiers de ce que tu as accompli avec ton entreprise. » La pièce a semblé basculer légèrement. Il n'avait jamais reconnu mon entreprise, jamais posé de questions à ce sujet, jamais montré le moindre intérêt. Et maintenant, soudainement, devant 20 témoins, il savait qu'elle existait. Ce qui signifiait qu'ils avaient fait des recherches sur mes finances sans ma permission, sans que je le sache. Madison traverse une période difficile, a-t-il poursuivi, son ton changeant pour quelque chose de plus sombre. Elle a perdu son emploi, elle a des difficultés financières, et ta mère et moi avons beaucoup réfléchi à ce que signifie être une famille, à la vraie justice. J'ai senti tous les yeux de la pièce se tourner vers moi. Madison a besoin d'aide, et tu es en position de la lui fournir. Nous en avons donc discuté, et nous croyons. Il a fait une pause, regardant autour de la pièce comme pour recueillir la confirmation des témoins. Le silence qui a suivi était suffocant. 50% d'une entreprise de 15 millions de dollars.
7,5 millions de dollars. Il voulait que je le donne, tout simplement. Madison était assise en face de moi, les yeux baissés, l'image de la gratitude humble. Pas surprise, pas choquée, ne protestant pas que c'était trop demandé. Parce qu'elle le savait déjà. Ils le savaient tous déjà. Ce n'était pas une demande. C'était une embuscade. Étage 20 perdu attendait de voir si j'allais me conformer. Je n'ai pas répondu immédiatement. Le silence s'était tiré assez longtemps pour devenir inconfortable, et j'ai vu l'expression confiante de mon père vaciller d'incertitude. Il a jeté un regard à ma mère. Ce regard m'a tout dit. Cette pause n'était pas dans leur scénario. Ma mère est intervenue en douceur. Daniel, chéri, je sais que c'est beaucoup à digérer, mais la famille prend soin les uns des autres. Madison est ta sœur. Vous êtes censés veiller l'une sur l'autre. L'ironie était si épaisse que j'ai failli rire. En 35 ans, Madison n'avait jamais veillé sur moi. Pas quand j'étais exclu des photos de famille, pas quand je déjeunais seul au lycée parce que se faire des amis était le problème de Daniel, pas quand je cumulais 3 emplois pour payer mes manuels scolaires pendant qu'elle recevait une allocation pour exister. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Mon père a réessayé, sa voix prenant ce ton étudié d'autorité paternelle. Nous t'avons tout donné. Nous avons payé pour ton enfance, ton éducation, nous t'avons donné les bases pour construire ce que tu as maintenant. Tout ce que tu as accompli a commencé avec ce que nous avons fourni. C'était catégoriquement faux. J'avais eu des bourses d'études complètes à partir de 14 ans. J'avais payé mes propres études supérieures avec une combinaison de subventions, de postes d'assistante d'enseignement et de travail en freelance. Ils n'avaient contribué à exactement rien à mon éducation après la 4e. Mais les invités ne le savaient pas. Et c'est ce qui comptait pour eux. L'un des amis du country club de mon père, Gérald, je crois que c'était son nom, a pris la parole pile au bon moment. C'est magnifique que tu sois en position de bénir ta famille, Daniel. C'est de cela qu'il s'agit vraiment, le succès, n'est-ce pas? La famille est tellement plus importante que l'argent, a ajouté l'une des partenaires de bridge de ma mère, secouant la tête comme si elle partageait une profonde sagesse. J'ai reconnu ce qui se passait. Il créait un front uni, un cœur moral conçu pour que la dissidence ressemble à une trahison. Différentes voix, même message, la conformité était la seule réponse acceptable. Mon père s'est penché en avant, et sa voix est tombée à un niveau qui aurait pu sembler préoccupé à l'observateur occasionnel, mais qui ressemblait à une menace pour moi. Tu ne vas pas refuser, n'est-ce pas? Devant tout le monde? Après que nous ayons expliqué à quel point ta sœur a besoin de toi. Madison, de son côté, est restée parfaitement immobile en face de moi, tamponnant occasionnellement ses yeux avec un mouchoir. Elle avait l'air petite, vulnérable, reconnaissante d'avance pour ma générosité. Elle n'avait pas dit un seul mot, mais elle n'en avait pas besoin. Elle jouait son rôle à la perfection. J'ai posé ma tasse de café avec un soin délibéré. Quand j'ai parlé, ma voix était calme, presque clinique. Papa, avant de répondre, j'ai une question. À combien as-tu dit que mon entreprise était évaluée? Il a cligné des yeux, décontenancé par la question. Eh bien, je n'ai pas précisé exactement quand. 15 millions de dollars, ai-je dit clairement, en regardant autour de la pièce. Donc, quand vous me demandez de donner à Madison 50% de la propriété, vous me demandez de lui donner 7,5 millions de dollars. Je veux juste m'assurer que nous sommes tous clairs sur les chiffres réels dont nous discutons ici. J'ai entendu plusieurs halètements audibles. Clairement, les invités n'avaient pas été informés que les enjeux étaient si élevés. Quelques-uns ont échangé des regards mal à l'aise. Maintenant, j'ai une autre question, ai-je continué, toujours sur ce même ton mesuré. Quand Madison a eu besoin d'aide pour son loyer l'année dernière, m'avez-vous appelé? Silence. Quand elle a démoli sa voiture et a eu besoin d'un remplacement, m'avez-vous demandé de contribuer? Plus de silence. Non. Vous avez payé pour ces choses vous-même. Mais maintenant que le montant est assez important pour résoudre non seulement les problèmes de Madison, mais probablement aussi vos propres soucis financiers, soudainement c'est une obligation familiale. Le visage de mon père est devenu rouge. Nous méritons ça, a-t-il lâché, et j'ai pu voir le masque se fissurer. Nous t'avons élevé, nous t'avons donné la vie. Tu n'existerais pas sans nous. Tu nous dois ça. Voilà. Méritons.
Pas Madison a besoin, pas la famille et de la famille, mais nous méritons ça et tu nous dois ça. J'ai rempli mes obligations, ai-je dit doucement. Je me présente aux fêtes. J'envoie des cadeaux d'anniversaire. Je réponds quand vous appelez. J'ai été une fille dévouée. Mais je ne vous dois pas le travail de ma vie. La voix de ma mère est devenue glaciale. C'est ce que nous sommes pour toi, Daniel? Des obligations? Je me suis levé et j'ai attrapé mon manteau. La réponse est non. La pièce a éclaté. Les voix se sont superposées, attaquant de toutes parts. Quel égoïste! Après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Je n'arrive pas à le croire. Mon père s'est levé aussi, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Assieds-toi. Nous n'avons pas fini cette conversation. Si, ai-je dit, en enfilant mon manteau sur mon bras. Nous avons fini. J'ai fait 3 pas vers la porte avant que ma mère ne traverse la pièce en un éclair. Sa main a heurté mon visage dans un claquement sec qui a résonné dans la salle à manger soudainement silencieuse. Ma tête a basculé sur le côté, ma joue brûlait. 20 personnes se sont figées, les fourchettes à mi-chemin de la bouche, les verres de vin suspendus en l'air. Personne n'est intervenu. Personne n'a halté devant la violence. Ils ont halté en me regardant, en regardant ce que j'avais pu faire pour provoquer une telle réponse. Je n'ai pas touché mon visage, je n'ai pas pleuré, je ne leur ai pas donné la satisfaction d'une réaction. J'ai juste regardé ma mère, vraiment regardé, et j'ai dit doucement « merci ». Elle a cligné des yeux, confuse. Quoi? Merci d'avoir enfin été honnête sur ce que je suis pour toi. Je me suis tourné pour m'adresser à toute la salle. Vous vouliez tous un spectacle ce soir. J'espère que vous l'avez apprécié. S'il vous plaît, ne me laissez pas interrompre le dessert. Je suis sorti. Personne n'a essayé de m'arrêter. Dans ma voiture, je suis resté assise dans l'allée sombre pendant 5 minutes, les mains sur le volant, fixant le vide. Je ne pleurais pas. Je réfléchissais. Quelque chose ne collait pas. Comment savait-il que mon entreprise valait 15 millions de dollars? Je ne leur avais jamais dit. Pourquoi exiger la propriété au lieu de simplement demander de l'argent? Pourquoi ce soir, avec tous ces témoins? Pourquoi était-il si confiant que j'allais me conformer? Mon instinct des affaires a pris le dessus, ignorant le bruit émotionnel. Ils n'étaient pas seulement pleins de droits, ils étaient désespérés. Et les gens désespérés ne font pas de plans élaborés comme celui-ci à moins qu'ils ne pensent avoir un moyen de pression. J'ai démarré la voiture, mais je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé à mon bureau en ville, le seul endroit où je m'étais toujours senti en sécurité. J'ai sorti mon téléphone professionnel et j'ai composé un numéro que j'avais sous contrat depuis 3 ans. Martin, c'est Daniel Miller. J'ai besoin d'un audit complet. Tout ce qui porte mon nom. Rapport de crédit, registre de propriété, document de prêt, dossier d'entreprise. Tout ce à quoi je suis rattaché et que je n'ai pas personnellement autorisé. Je paierai les frais d'urgence. Dois-je demander de quoi il s'agit? La voix de Martin Chen était professionnellement neutre, mais je pouvais entendre l'inquiétude en dessous. La famille, ai-je dit sèchement. N'en dis pas plus. Je commence ce soir. En raccrochant, j'ai regardé la ligne d'horizon de Chicago et j'ai murmuré à mon reflet dans la fenêtre, quel que soit le moyen de pression qu'ils pensent avoir, ils vont regretter de l'avoir utilisé. 48 heures plus tard, Martin Chen était assis en face de moi dans la salle de conférence de mon bureau avec un dossier en manille qui semblait bien trop mince pour la quantité de dégâts que je soupçonnais qu'il contenait. « Tu ne vas pas aimer ça », a-t-il dit, ce qui n'est jamais la façon dont vous voulez qu'un audit jury comptable commence. Il a ouvert le dossier et a étalé les documents par ordre chronologique, de juillet à décembre 2023. 6 mois de fraude systématique exécutée avec suffisamment de sophistication pour suggérer une planification minutieuse. 4 comptes de cartes de crédit, a commencé Martin, en montrant la première série de relevés, ouverts à ton nom entre juillet et novembre en utilisant ton numéro de sécurité sociale. Solde total actuel, 85 000 €. Tous les relevés ont été redirigés vers l'adresse de tes parents pour que tu ne les vois jamais. J'ai pris l'un des relevés, parcourant les frais, sac à main de créateur, cotisation au country club, équipement de restauration. Les habitudes de dépenses de Madison étaient faciles à identifier. Elle n'avait jamais rencontré une marque de luxe qu'elle ne voulait pas posséder. Les frais de mes parents étaient plus pratiques,
mais tout aussi accablant. Prêt personnel de 150 000 €, contracté en septembre, a poursuivi Martin. Tu es listé comme co-emprunteur. Ta signature a été falsifiée sur les documents, bien que ce soit une bonne falsification, clairement pratiquée. Le prêt est actuellement en règle car ils effectuent les paiements, mais s'il est en défaut, tu es légalement responsable de la totalité du montant. Mon estomac s'est serré. 150 000 € de responsabilité dont je ne savais rien. Il y a plus. En octobre, quelqu'un a déposé des documents auprès du registraire du comté pour tenter de t'ajouter comme propriétaire à 50% de l'appartement de ta sœur. Le but semble être l'évasion fiscale, en réclamant 2 fois l'exonération de la résidence principale. Le dépôt a été rejeté en raison d'une notarisation incomplète, donc techniquement cette fraude n'a pas réussi. Mais cela montre l'intention. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ai-je dit, voyant où cela menait. Non. Entre août et octobre, ton père a listé Miller Advisory Solutions comme référence commerciale sur 3 demandes de prêt distinctes. Il n'a jamais contacté ton entreprise, n'a jamais demandé la permission, a juste utilisé le nom et la réputation. L'un de ces prêts, 45 000 €, a été approuvé en partie grâce à la réputation de ton entreprise. Martin s'est adossé, son expression sombre. Ce n'est pas de la fraude opportuniste, Daniel. C'est systématique. Quelqu'un a recherché exactement ce qu'il pouvait faire avec ton identité, l'a exécuté sur plusieurs fronts et l'a parfaitement synchronisé. Ils ont créé un réseau de responsabilité autour de moi. Un moyen de pression, ai-je dit doucement. Si je refusais leur demande, ils pourraient menacer de me dénoncer pour une fraude que je n'ai pas commise. Le temps que je prouve mon innocence, le mal serait fait. Exactement. Et si les autorités le découvraient en premier, c'est toi qui ferais face à des accusations jusqu'à ce que tu puisses prouver le contraire. Je regardais les documents étalés sur la table, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas juste un dysfonctionnement familial. C'était calculé, criminel et conçu pour me détruire si je ne me conformais pas. Martin a fait glisser un autre document sur la table. Il y a autre chose. Quand j'ai extrait tes dossiers, j'ai trouvé ton acte de naissance original. J'ai baissé les yeux sur la photocopie. Patricia Moore, 23 ans. Père, blanc. Un certificat modifié a été déposé en 1991, a poursuivi Martin doucement. Robert Miller t'a légalement adopté quand tu avais 3 ans. Son nom a été ajouté à ce moment-là. J'aurais dû être choqué. J'aurais dû ressentir quelque chose de dramatique et d'écrasant. Au lieu de cela, ce que j'ai ressenti était un étrange sentiment de soulagement, comme une pièce de puzzle qui se mettait enfin en place. Je l'ai toujours su, je me suis entendu dire. Je veux dire, je ne le savais pas consciemment, mais quelque part au fond de moi, je le savais. Cela expliquait tout. Pourquoi Robert ne m'avait jamais regardé directement dans les yeux quand j'étais enfant? Pourquoi il sursautait chaque fois que je l'appelais de papa? Pourquoi chaque réussite semblait lui causer une douleur physique? Pourquoi la naissance de Madison avait changé toute la dynamique de la maison du jour au lendemain? Soudain, il y avait de vraies photos de famille partout, et j'étais soit coupée, soit absente. Je n'étais pas sa fille. J'étais un rappel que sa femme avait aimé quelqu'un d'autre avant lui, avait créé un enfant avec quelqu'un d'autre, avait eu toute une vie avant lui qu'il ne pourrait jamais effacer. Et il m'avait puni pour cela, chaque jour de ma vie. Le restaurant de Robert est en train de faire faillite, ai-je dit, changeant de sujet car je ne pouvais pas encore traiter la révélation de l'adoption. C'est pour ça que le timing est si serré. C'est ça, l'urgence. J'ai consulté les registres publics sur mon ordinateur portable, cherchant les entreprises de Robert Miller. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver Miller est stable. Il avait utilisé mon nom pour son restaurant. L'ironie ne m'a pas échappé. Il perdait de l'argent depuis 2020. Des jugements de cour pour loyers impayés, des poursuites de fournisseurs et, le plus gros, 340 000 € dus à son propriétaire, avec une date limite de recouvrement final fixée au 15 janvier 2024. 3 semaines après le dîner de Noël. S'il ne payait pas, il saisirait tout, y compris sa maison, qu'il avait utilisée comme garantie pour un prêt commercial en 2022. La chronologie s'est cristallisée avec une clarté brutale. La fraude a commencé en juillet, 6 mois avant la date limite. La demande de Noël était la fin du jeu. Si je leur donnais 50% de mon entreprise, 7,5 millions de dollars,
il résoudrait leurs dettes et assurerait leur avenir. Si je refusais, ils menaceraient de m'impliquer dans la fraude qu'ils avaient créée. Ils ne demandaient pas d'aide. Ils exécutaient un plan pour me voler avec ma propre identité comme arme. Martin, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi, dépose des plaintes pénales auprès du FBI et de la police de l'État de l'Illinois. Gèle tous les comptes frauduleux. Dépose des rapports de fraude au crédit auprès des 3 agences. Envoie des lettres de cessation et d'abstention à chaque entité qui utilise mes informations. Prépare-toi à un litige civil. Martin s'est penché en avant. Daniel, une fois que tu auras déposé plainte, tu ne pourras plus revenir en arrière. Le FBI enquêtera, et si les preuves le confirment, ce qui est clairement le cas, ils poursuivront. Ton père risque de 3 à 5 ans de prison fédérale, au minimum. Ta mère sera accusée de complicité s'ils peuvent prouver qu'elle était au courant. Madison pourrait faire face à des accusations de complot en fonction de son implication. Ce sera public. Les médias en parleront. Ton entreprise sera scrutée. Es-tu absolument certaine? Je n'ai pas hésité. Dépose tout aujourd'hui. Ce n'était pas de l'émotion, c'était de la gestion des risques. Si je ne faisais rien, la fraude continuerait et s'aggraverait. Si je les confrontais en privé, ils nieraient tout ou me manipuleraient davantage. L'action en justice était la seule voie qui me protégeait. Et James Holloway? Demanda doucement Martin, faisant référence au nom de mon père biologique sur les registres. J'ai marqué une pause, puis j'ai secoué la tête. Pas encore. Une crise à la fois. Dans 6 semaines, des agents fédéraux frapperaient à la porte de mes parents, et la famille qui avait passé 35 ans à me rendre invisible était sur le point de faire la une des journaux. 6 semaines après avoir déposé les plaintes, des agents fédéraux ont frappé à la porte de mes parents à 7h15 du matin. Je n'étais pas là, bien sûr. Je l'ai appris par Martin, qui m'a appelé de sa voiture. Le FBI a exécuté les mandats de perquisition il y a 1 heure. Ils saisissent les ordinateurs, les téléphones, les documents financiers, tout ce qui porte ta signature falsifiée. J'étais assise à mon bureau, mon café refroidissant dans ma main, essayant de comprendre ce que j'avais mis en branle. C'était réel maintenant. Irréversible. Ton père est interrogé, mais pas encore arrêté, a poursuivi Martin. Il serait combatif, insistant sur le fait que c'est une affaire de famille, pas criminelle. Ta mère a eu une crise de panique pendant la perquisition. Les ambulanciers l'ont emmenée à l'hôpital pour évaluation. J'ai fermé les yeux. Je savais que ce serait laid. Le savoir ne rendait pas les choses plus faciles. Le 12 février, les nouvelles locales avaient repris l'histoire. Des parents accusés d'avoir volé l'identité de leur fille pour financer un restaurant en faillite. Le titre rendait l'affaire presque banale, mais l'article était détaillé et accablant. En quelques jours, il est devenu régional. Les médias sociaux ont explosé d'indignation, d'articles de fond sur l'abus financier et les dynamiques familiales toxiques. Mon entreprise a été nommée, les registres publics le rendaient inévitable, mais nous étions présentés comme des victimes, ce qui a au moins protégé la réputation de mon entreprise. Mes parents ont tenté de limiter les dégâts. L'avocat de Robert a publié une déclaration me dépeignant comme une fille vengeresse avec une rancune contre sa famille aimante. Ma mère a donné une interview en larmes à une chaîne locale, affirmant qu'elle ne reconnaissait pas la personne que j'étais devenue. Madison a posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux sur le fait d'être prise au milieu d'une tragédie familiale, demandant de l'intimité. Tout cela a spectaculairement échoué lorsque les journalistes ont commencé à creuser. Ils ont trouvé les 800 000 € de dettes commerciales, l'historique Instagram de Madison rempli d'achats de luxe, un schéma d'irresponsabilité financière remontant à des années. Le récit que ma famille a essayé de construire s'est effondré sous le poids des archives publiques. 3 semaines après le début de l'enquête, Martin a appelé avec une demande inattendue. Madison veut te rencontrer. Elle fait face à des accusations potentielles de complot liées à l'affaire de l'appartement, et elle veut parler. Absolument pas. Écoute-moi bien, a dit Martin prudemment. Si elle est prête à témoigner contre tes parents, cela renforce considérablement le dossier de l'accusation. Cela réduit également sa responsabilité. Je pense que tu devrais écouter ce qu'elle a à dire. Je serai là comme témoin, tout sera documenté. Tu n'as pas à lui pardonner, juste à l'écouter. J'ai accepté à contre-cœur de la rencontrer dans le bureau de Martin. Terrain neutre.
Tout serait enregistré. Madison ressemblait à quelqu'un que je reconnaissais à peine. Pas de vêtements de marque, juste un jean et un pull uni. Elle avait perdu du poids, et pas de manière saine. Le stress avait creusé des cernes sous ses yeux. Elle s'est assise en face de moi et n'a pas perdu de temps en politesse. Je n'étais pas une victime dans tout ça. Je savais ce qu'il prévoyait. Je suis restée silencieuse, attendant. Papa m'a parlé du plan du dîner de Noël 2 semaines à l'avance. Il a dit que ça ne te dérangerait pas de me donner une partie de ton entreprise parce que tu ne te souciais pas vraiment de la famille de toute façon. Et sa voix s'est brisée, j'étais d'accord avec lui. Je pensais que tu me devais quelque chose. La fraude, les jeux incités quand elle a hésité. J'étais au courant pour une partie. J'étais là quand papa a utilisé le nom de ton entreprise comme référence sur des demandes de prêt. Je ne l'ai pas arrêté. Le truc de l'appartement, c'était en fait mon idée. J'ai fait des recherches sur les failles fiscales en ligne et j'ai suggéré de t'ajouter comme copropriétaire. Je pensais que c'était malin, pas illégal. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois de notre vie, j'ai vu quelque chose d'honnête sur son visage. Je suis jalouse de toi depuis aussi longtemps que je me souvienne. Tu étais plus intelligente, plus forte, plus capable. Maman et papa ont fait de moi leur favorite parce que j'étais médiocre et non menaçante. Tu étais la vraie menace, et je te détestais pour ça. Quand ils ont voulu te prendre des choses, je n'ai pas seulement laissé faire. Je voulais que ça arrive. La confession flottait dans l'air entre nous. Une partie de moi voulait se sentir vengée. Surtout, je me sentais juste fatigué. Je témoigne contre eux, a poursuivi Madison. Pas seulement pour me sauver, bien que cela en fasse partie. Mais parce que c'est la vérité, et que tu mérites la vérité. Je l'ai regardé pendant un long moment. Merci d'être honnête. Martin coordonnera avec les procureurs pour ton témoignage. Elle a hoché la tête, se levant pour partir. À la porte, elle s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais je le suis. Je ne lui ai pas dit que je lui pardonnais. Parce que ce n'était pas le cas. 6 mois après le début de l'enquête, en août, ma mère a demandé une rencontre. Martin l'a organisée dans un parc public, en plein jour, avec lui comme témoin. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, plus fragile en quelque sorte. « Je dois te parler de James Holloway », a-t-elle dit sans préambule. De pourquoi je n'ai pas pu t'aimer comme j'aurais dû. Elle m'a parlé de la violence, du contrôle, des menaces. Comment elle s'était enfuie alors qu'elle était enceinte de moi. Comment Robert avait accepté de l'épouser à certaines conditions, ne jamais contacter James, ne jamais le mentionner, et laisser Robert m'adopter pour que James ne puisse pas réclamer la garde. Robert t'a détesté chaque jour, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Tu lui rappelais qu'il était le second choix. Et j'ai pris une décision terrible. J'ai sacrifié ta sécurité émotionnelle pour maintenir la stabilité de mon mariage. Plus Robert te traitait mal, plus je surcompensais avec Madison pour maintenir la paix. Je me disais que tu étais assez forte pour le supporter. Mais j'étais une enfant, ai-je dit doucement. Je n'aurais pas dû avoir à être aussi forte. Je sais. Des larmes coulaient sur son visage. Que puis-je faire? Comment puis-je réparer une partie de tout ça avant d'aller en prison? J'ai réfléchi à sa question pendant un long moment. Tu peux témoigner honnêtement. Dis au procureur tout ce que Robert a fait. Arrête de le protéger comme tu ne m'as jamais protégé. Je le ferai, a-t-elle murmuré. Je le promets. Je me suis levé pour partir. Elle a appelé derrière moi, je t'aimais. J'aimais juste plus ma sécurité. Ce n'est pas une excuse. C'est juste la vérité. Je me suis retourné pour la regarder. Je sais. Mais l'amour sans protection n'est pas de l'amour. C'est de la lâcheté. Alors que je m'éloignais, elle a crié une dernière fois, « Qu'est-ce qui nous arrive maintenant ?» Je ne me suis pas retourné. Vous faites face aux conséquences, comme tout le monde. Le plus dur, ce n'était pas le procès. C'était de vivre avec le choix de les laisser tomber. 18 mois plus tard, en mars 2026, j'étais assise dans un palais de justice fédérale, regardant 3 personnes qui avaient autrefois été ma famille accepter leur sort. Robert Miller a plaidé coupable de fraude électronique, d'usurpation d'identité et de complot. Le juge l'a condamné à 5 ans de prison fédérale,
150 000 € de dédommagement et 3 ans de libération surveillée après sa peine. À 67 ans, il en aurait 72 en sortant. Il avait également renoncé à ses droits sur la maison et était définitivement interdit d'exercer des fonctions de dirigeant d'entreprise. Monsieur Miller, a dit la juge, sa voix mesurée mais ferme, vous avez trahi quelqu'un qui aurait dû pouvoir compter sur vous pour sa protection. Au lieu de cela, vous avez exploité l'identité et la réputation de votre fille à des fins personnelles. Ce tribunal ne peut pas et ne tolérera pas une telle trahison calculée. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait quelque chose à me dire, Robert a regardé à travers la salle d'audience. Nos yeux se sont croisés. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je pense qu'il pourrait réellement s'excuser, montrer une once de remords. Au lieu de cela, il s'est retourné vers le juge et a dit « Non, votre honneur ». Même lors de la sentence, face à la prison, il ne pouvait pas se résoudre à dire qu'il était désolé. La sentence de ma mère était plus légère. Elle avait pleinement coopéré avec les procureurs, témoigné contre Robert et n'avait pas de casier judiciaire. 3 ans de probation, 50 000 € de dédommagement, 500 heures de service communautaire, une thérapie obligatoire, un bracelet électronique pendant 18 mois. Pas de prison. Lorsqu'on lui a donné la parole, elle s'est tournée vers moi. Daniel, je suis désolé. Ça ne change rien, mais je suis désolé. J'ai gardé une expression neutre. J'avais entendu ces excuses avant, dans ce parc, 6 mois plus tôt. Les entendre à nouveau au tribunal ne les rendait pas plus significatives. Madison avait accepté un accord d'immunité en échange de son témoignage. Pas de casier judiciaire, mais une sanction civile de 75 000 € à me payer sur 10 ans. 625 € par mois pour la prochaine décennie. Un rappel constant de ce qu'elle avait été prête à faire. Avant la sentence, j'avais dû lire ma déclaration d'impact sur la victime. J'avais passé des semaines à l'écrire, à la réviser, essayant de capturer non seulement ce qu'ils avaient fait, mais pourquoi cela avait été possible pour eux de le faire. Dès l'enfance, ai-je lu, ma voix stable malgré le poids de 20 ans de douleur dans chaque mot, j'ai appris que je n'étais pas une priorité. De petits moments, des événements scolaires manqués, des réussites ignorées, des éloges toujours redirigés vers ma sœur. Chaque instance, assez mineure pour être écartée, mais collectivement, elles m'ont appris que je ne comptais pas. J'ai regardé Robert fixer la table, Patricia pleurer en silence, Madison se couvrir le visage avec ses mains. Quand j'ai découvert l'usurpation d'identité, ma première pensée n'a pas été la colère. C'était, bien sûr qu'ils considéraient mon succès comme le leur. J'avais été invisible pour eux toute ma vie, pourquoi mes accomplissements seraient-ils différents? J'ai décrit le dîner de Noël, l'humiliation publique, la main de ma mère sur mon visage pendant que 20 personnes regardaient et que personne n'intervenait. La fraude était la preuve finale, avais-je conclu. 3 ans se sont écoulés avant que je ne comprenne vraiment que la sentence n'était pas la fin. C'était juste le début de la construction de quelque chose de nouveau. En 2029, à 38 ans, j'avais fait croître Miller Advisory Solutions de 20%. Nous avions maintenant 45 employés. Mais plus important encore, j'avais lancé la fondation de la fille invisible, dédiée à l'autonomisation des jeunes femmes issues de familles dysfonctionnelles pour qu'elles construisent des vies indépendantes. Nous fournissions des bourses d'études en affaires, des programmes de mentorat, une aide juridique pour celles qui échappaient à l'abus financier, et des allocations pour la thérapie. Nous avions aidé 30 femmes jusqu'à présent, et chacune de leurs histoires faisait écho à des morceaux de la mienne. Quand j'ai été invité à prendre la parole au sommet des femmes et du leadership à Chicago, l'invitation a semblé boucler la boucle. Mon sujet, construire le succès selon vos propres termes quand la famille ne peut pas être votre fondation. En coulisses, en examinant la liste des participants, j'ai vu le nom de Madison. Elle travaillait sur le lieu en tant que coordinatrice d'événements. Je l'ai repérée de l'autre côté de la pièce alors que je me préparais à monter sur scène. Elle a levé les yeux, m'a vu, et a fait un petit signe de tête respectueux. J'ai hoché la tête en retour. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. La dynamique était claire. Elle vivait avec les conséquences, reconstruisant lentement une vie basée sur ses propres efforts. J'étais passé à autre chose. Il n'y aurait pas de réconciliation, mais il y avait une reconnaissance mutuelle. C'était suffisant. Après mon discours, j'ai trouvé une lettre qui m'attendait dans mon bureau, transmise par mon avocat. James Holloway, mon père biologique,
était décédé 2 mois plus tôt à 64 ans d'une maladie cardiaque. Il m'avait tout laissé, un fonds en fiducie d'une valeur de 580 000 euros, une modeste maison en Oregon et une lettre avec des instructions pour qu'elle ne soit livrée qu'après sa mort. Je suis resté avec cette lettre pendant 3 jours avant de pouvoir la lire. Quand je l'ai finalement fait, je n'ai pas trouvé d'excuse, mais une reconnaissance honnête. Il a admis la violence qui avait fait fuir ma mère. Il a décrit des années de thérapie, de sobriété et de travail communautaire. Il a expliqué pourquoi il ne m'avait jamais contacté directement, il n'avait pas voulu perturber ma vie ou causer plus de peur à ma mère. Je n'attends pas de pardon, avait-il écrit, mais je veux que tu saches que je suis fier de toi. Après en avoir discuté en thérapie, j'ai décidé d'accepter 300 000 euros pour la fondation et de donner 200 000 euros à des organisations de lutte contre la violence domestique. J'ai vendu la maison et j'ai donné les recettes à des programmes de réhabilitation pour hommes. Il ne pouvait pas acheter le pardon, mais il avait changé. Cela comptait. Pas assez pour l'absoudre, mais assez pour le reconnaître. Maintenant, tard le soir dans mon bureau d'angle, j'examine les demandes de bourse de jeunes femmes qui écrivent sur leur fuite des familles toxiques. Je me vois dans chaque essai. Mon téléphone sonne. Emma, une amie que j'ai rencontrée dans un groupe de thérapie il y a des années. Dîner ce soir? Mon premier instinct est de refuser, de finir de travailler sur les dossiers, de revoir les candidatures. Les vieilles habitudes de bourreau de travail ont la vie dure. Mais je me rattrape. Oui, je serai là. Je ferme mon ordinateur portable et je sors dans la nuit de Chicago. Robert est toujours en prison. Les paiements mensuels de Madison arrivent comme une horloge. Patricia a envoyé une lettre le mois dernier que je n'ai jamais ouverte. Certaines relations ne peuvent pas être sauvées, et ce n'est pas grave. Ils m'ont élevé pour être invisible. Ils n'ont jamais imaginé que je deviendrais intouchable. J'ai passé 35 ans à apprendre à être invisible. Je passerai le reste de ma vie à enseigner aux autres comment être vu. L'histoire de Daniel nous enseigne quelque chose de profond, se protéger n'est pas de la cruauté, et fixer des limites n'est pas une trahison. Pendant 35 ans, elle a essayé de gagner l'amour en étant petite, silencieuse et peu exigeante. Mais le véritable amour ne vous demande pas de disparaître. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de refuser de vous sacrifier pour des gens qui vous voient comme une ressource, pas comme une personne. La famille devrait être votre fondation, pas votre fardeau. Et quand elle devient ce dernier, s'éloigner n'est pas abandonner, c'est se choisir soi-même. Daniel n'a pas gagné parce qu'elle a détruit sa famille. Elle a gagné parce qu'elle a finalement compris que sa valeur ne dépendait pas de leur approbation. Si cette histoire a résonné en vous, abonnez-vous pour écouter d'autres histoires sur la force, la justice et la reconquête de votre pouvoir. Laissez un commentaire ci-dessous.